Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Saint Pilice, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors, la dernière fois, nous avions vu que le cardinal Ferrari, après avoir publié sa protestation contre la Riscosa dans sa lettre pastorale, écrivit également au cardinal Delay en lui notifiant le fait, mais dans des termes tranquilles et sans rien demander au Saint-Siège contre l'hebdomadaire. Voilà donc une partie de sa lettre. Le cardinal Ferrari veut parler au cardinal Delay de deux sujets, malheureusement douloureux, entre guillemets. Le premier concerne la Riscosa de Brégances, qui, on se rappelle, le 17 décembre 1910, avançait, je cite, des insinuations calomnieuses contre ce séminaire, présenté par elle comme une pépinière de modernisme. Les professeurs, les supérieurs, le clergé, le diocèse du séminaire, les professeurs et supérieurs du séminaire, le clergé, le diocèse, voulaient donc qu'ils disent un mot en réparation. Il l'a donc écrit et publié dans la revue diocésaine. On ne pouvait absolument pas se taire, écrit-il. Le silence, même seulement devant ce diocèse, aurait porté de grands préjudices au séminaire, et je me suis trouvé contraint à parler. Il fait remarquer au cardinal Delay qu'il a attendu pour publier sa lettre, dans l'espoir que la Riscosa, dans son numéro suivant, se corrigerait, étant donné qu'il lui avait fait connaître la douleur qu'elle lui avait causée dans son numéro précédent. Mais il n'en fut rien. Le cardinal Ferrari écrit ensuite « Cette presse catholique est louable, très louable, puisqu'elle défend avec acharnement les saines doctrines et soutient les raisons du Saint-Siège, etc. Mais lorsqu'elle s'attaque à des personnalités, lorsqu'elle s'abandonne à une critique intempérante, hargneuse, lorsqu'elle touche des évêques, même indirectement, alors elle fait beaucoup de mal, elle sème la discorde, elle divise les âmes, elle amène des découragements, des méfiances chez beaucoup, tandis qu'avec d'autres méthodes, en faisant preuve d'un plus grand respect, elle se répandrait plus encore et atteindrait d'autant mieux le saint but qu'elle s'est fixé. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet concerne le père Gazzola, barnabite, qui a donné lieu à de graves plaintes à cause de ses idées modernistes et qui maintenant a été transféré à Livourne. Alors, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la réponse du cardinal Delay à la lettre du cardinal Ferrari, une lettre du 4 janvier 1911, et la lettre du cardinal Delay est de quelques jours plus tard, le 9 janvier. Donc le cardinal Ferrari avait envoyé une autre lettre au cardinal Delay, dans laquelle il notifiait un second cas de refus du serment antimoderniste, celui du père Francesco Bono, qui par ailleurs souffrait de neurasthénie et peut-être de scrupules. Le cardinal Delay admet que l'insinuation de modernisme contre le séminaire de Milan pourrait bien être sans fondement. Mais il passe tout de suite à l'énumération d'une série de faits. On voit donc qu'il était bien informé
dont il résulte que même à Milan, le modernisme n'était pas absent et que les dangers du modernisme étaient réels. Ceci étant dit, il n'est pas impossible, argumente le cardinal Delay, que certains excellents prêtres aient écrit à l'Ariscosa, d'où le cri d'alarme. Le cardinal Delay ne se trompait pas, puisque les choses s'étaient en effet passées ainsi, comme on le verra d'après les lettres des frères Scoton. Or, sont cela des visionnaires, continue le cardinal Delay, dont il ne faut pas faire cas? Je ne crois pas, puisque malheureusement, même à Milan, le modernisme a ses adeptes plus ou moins passionnés, plus ou moins convaincus, mais il les a. Et un peu plus loin, il écrit que quelque chose de mal existe là, après les cas cités ci-dessus, on ne peut pas le nier. Il n'est donc pas, et on ne peut pas le dire, entièrement injuste si, du côté de certains, on a élevé la voix. A-t-on peut-être exagéré dans les manières? Mais il convient d'excuser. Et encore un peu plus loin, dans une telle licence de la mauvaise presse, avec les dangers qui cernent l'Église de toutes parts, il ne semble pas bon de trop lier les mains aux défenseurs, ni de les frapper et de les décourager pour chaque petite erreur. En substance, et c'est là le point névralgique, à Milan et ailleurs, on aurait voulu un geste fort du Saint-Siège contre la presse intransigeante, par laquelle on se sentait importuné. À Rome, au contraire, certes, on réprouvait les excès, mais on insistait sur la nécessité de la prudence et de la modération, mais surtout, on ne croyait pas un rappel public opportun parce que cela aurait donné prétexte à la mauvaise presse, à tous ceux qui étaient de tendance moderniste, pour se lever et écraser les seules rares voix qui suivaient fidèlement en ce qui concerne les principes et les orientations du Saint-Siège. L'occasion aurait été trop bonne. Quant au cas particulier de l'Ariscosa, on croyait que la réponse donnée publiquement par le cardinal Ferrari dans sa lettre pastorale pouvait suffire et que l'incident aurait pu facilement se conclure là. Donc cette lettre du cardinal Delay fut approuvée par Pie X. En ces termes, j'ai reçu la lettre que vous avez écrite au cardinal de Milan. Deux points, une bonne leçon donnée avec délicatesse et dont on ne peut pas s'offenser. Je vous remercie également parce que j'espère qu'on n'entendra plus répéter après cette lettre « À Milan, il n'y a pas de modernisme ». Donc ce que dit ici Pie X est pleinement fondé, parce qu'à Rome, on avait des preuves du contraire. C'est-à-dire le contraire, qu'il n'y avait pas de modernisme à Milan. Il y avait du modernisme. Voici donc la lettre du cardinal Delay concernant les arguments du cardinal Ferrari. Concernant le prêtre Francesco Bono, curé de Carnate, il faut certainement prendre en considération les conditions spirituelles et familiales indiquées par votre éminence. Mais, si elles sont valables, et si elles peuvent suffire à l'excuser de sa faute de désobéissance, elles jouent aussi, et elles sont même un argument de poids pour savoir si, dans de telles conditions, il pouvait être un bon pasteur auquel confier avec sécurité le soin spirituel de tant d'âmes de la paroisse de Carnate. On peut dire Vlan,
il l'accuse finalement de lui avoir donné une responsabilité alors qu'il n'était pas certainement un bon pasteur. De toute façon, son exemple peut devenir dangereux, peut amener le scandale. Donc, le Saint-Père considère comme nécessaire que l'on fixe à Bono une brève période probatoire pour accomplir son devoir. Passé ce temps, et s'il ne s'amende pas, il doit être dénoncé au Saint-Office comme suspect d'erreur contre la foi. Quant au père Gazzola, le cardinal Delay a demandé à l'évêque de Livourne qu'on y intéresse le conseil de discipline pour le surveiller et qu'on ne lui accorde aucune permission de prêcher ou de faire des conférences. Le cardinal Delay passe ensuite au sujet principal, la question de l'insinuation de tendances modernistes faites par l'Ariscossa sur le séminaire de Milan. Là, le cardinal Delay rappelle la grande considération qui existe envers le clergé milanais de la part de tous et du Saint-Père lui-même. La preuve en est que le Saint-Siège recourt à ce clergé pour avoir des évêques, des vicaires généraux, des recteurs de séminaires, des directeurs spirituels pour tous les diocèses d'Italie. Saint-Ambroise et Saint-Charles, puisqu'ils étaient de Milan, Saint-Ambroise était évêque de Milan, Saint-Charles Borromée aussi, à Milan. Saint-Ambroise et Saint-Charles, avec leur zèle, avec leur doctrine, avec leur vertu, vivent encore, peut-on dire, dans ce diocèse. Mais est-il entièrement exempt du poison moderniste? Ou mieux, pour être plus précis, au milieu de tant de biens resplendissants, n'y a-t-il pas à déplorer ici ou là des ombres, des points obscurs? Et le cardinal Delay considère que, quelle que soit la réponse donnée à ces questions, cela n'enlève rien à l'estime due à l'immense majorité du clergé milanais. Même à Rome, écrit-il, on peut dire sous les yeux même du pape, cette peste a su, ça et là, s'infiltrer. Il y a des prêtres notoirement infestés, d'autres qui ressentent plus ou moins ce mal. Mais cela n'implique pas l'ensemble du clergé, ni de l'Église romaine. On peut donc là aussi, sans offenser l'Église milanaise, considérer, discuter si, où et dans quelle mesure existent des traces de ce mal. Cela ne peut pas constituer une offense. Cela peut être même un moyen de préservation et de salut. Il peut se faire, et je le crois, écrit-il, que l'insinuation ou l'accusation d'infiltration moderniste dans le séminaire manque de fondement. Et votre éminence fait bien de rassurer les esprits des supérieurs et des maîtres. Ce sera en effet un aiguillon pour les engager à être encore plus vigilants, pour faire en sorte que l'esprit d'erreur ne pénètre pas dans le Saint-Institut, ni par les discours, ni par les livres, ni par les revues, ni en aucune autre manière. Toutefois, ce qui donne pleinement confiance pour le maintien du séminaire dans le droit chemin avec l'Église et le pape est incontestablement la sagesse assidue et les soins vigilants de votre éminence à son égard. Soins, écrit-il, dont nous avons une preuve palpable. Par exemple, lorsque vous aviez fermé avec fermeté l'Institut des Viganti. Et de nouveau, pour ne pas parler d'autres faits, lorsqu'il y a quelque temps, vous avez éloigné de lui un professeur.
Il est cependant certain, et je le sais, qu'il y a là d'excellents prêtres qui voient avec douleur dans le jeune clergé, ou plus précisément dans certains prêtres, s'insinuer un certain esprit d'indépendance, de critique hardie, d'adhésion ou de sympathie pour des idées dangereuses. Ils ont peur. Probablement, ce sont eux qui ont écrit à l'Ariscosa, d'où le cri d'alarme. Or, j'en ai parlé tout à l'heure, sont-ce des visionnaires dont il ne faut pas faire cas? Je ne le crois pas, puisque malheureusement, même à Milan, le modernisme a ses adeptes plus ou moins chauds, plus ou moins conscients, mais il les a. Et le cas des deux prêtres refusant le serment antimoderniste, ne sont-ils pas un indice? Puis il y a le cas du père Gazzola et de ceux qui, adhérant à lui, ont donné tant de dégoût à votre éminence. Il y a l'Unionnais, il y a le prêtre Versesi, qui laisse beaucoup à désirer. Quant à l'Unionnais, s'il se déclarait journal libéral, de tendance modérée, on comprendrait. Mais vouloir passer pour un journal catholique semble un désir audacieux et cause d'équivoque. Non pas que je crois que pour être journal catholique, on doive chaque jour entrer en lice contre les actes et les personnes, sans aucune discrétion, sans charité, pour défendre les droits de la religion et de l'Église, mais il convient de ne jamais désapprouver les principes, désavouer les principes. Il est nécessaire à l'occasion de les défendre convenablement et on doit surtout s'abstenir de faire de la propagande pour des faits et des idées qui ne conviennent pas à la doctrine et parfois aussi à la morale chrétienne. Or, c'est ce point que beaucoup, à Rome et ailleurs, déplorent dans ce journal. Quant à Versesi, ses tendances et ses amitiés sont connues, et elles ne sont pas bonnes. Lorsqu'il s'est trouvé à Londres pour le congrès eucharistique, il fut remarqué qu'il avait une prédilection pour un petit groupe de partisans du malheureux Tyrrell. Tyrrell, qui est un fameux moderniste, qu'il retrouvait souvent. Et dernièrement, à Modène, on sait par des témoignages et des preuves sûres que s'il y souffla pendant quelque temps un vent de fronde, c'était Versesi qui, sans se montrer en public, tirait les ficelles, tenait les rênes et excitait les esprits. Certains l'ont comparé à un second Murri, mais plus habile et plus rusé. Or, sa présence à Milan ne doit pas être salutaire. Et puis enfin, à Milan, soit à cause de sa proximité avec la Suisse, où il existe un foyer actif de modernisme, soit parce que c'est une grande ville qui offre toutes les facilités pour les réunions, et au besoin aussi des recoins pour le secret, aime à se regrouper, et souvent se regroupe, une constellation de personnes de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, mais dans le fond de la couleur de Fogazzaro, couleur funeste qui se prétend catholique, mais qui est au contraire rationaliste et moderniste. Ce sont des laïcs connus de tous pour leur tendance, ce sont aussi parfois des femmes, ce sont souvent des prêtres qui se trouvent en difficulté dans leur diocèse et qui ont déjà perdu la foi. On dit que Don Pagani, l'apostat de Bergame, y est venu. Don Brizio Casciola de Ossio di Vasto,
par crainte d'une suspension dans son diocèse et, dit-on, réfugié à 16 auprès de Herba. Et il en est ainsi pour d'autres. Donc ici, le cardinal Delay montre bien qu'il connaît bien la situation et que le modernisme est bien présent à Milan. Le fait n'est pas étonnant, écrit-il. Ce n'est pas à cause de cette immigration moderniste à Milan ou à cause de la défection et de la conduite moins droite de certains qu'on aurait moins de vénération pour la glorieuse église de Saint-Ambroise et de Saint-Charles et d'estime pour le clergé milanais très discipliné. Mais tous ces faits mis ensemble expliquent pourquoi il y a des bons qui ont peur pour leur diocèse et qui élèvent la voix pour donner l'alarme. Peut-être exagère-t-il dans la manière, mais dans les batailles, qui peut accuser gravement les défenseurs s'ils ne calculent pas avec justesse les coups et dépassent peut-être les limites? C'est ainsi que répondait saint Jérôme à ceux qui lui reprochaient son ardeur contre les hérétiques et les mécréants de son époque. L'argument est intéressant, mais dans les batailles, qui peut accuser gravement les défenseurs s'ils ne calculent pas avec justesse les coups et dépassent peut-être les limites? C'est aussi ce que je dirais, moi aussi, à votre éminence, au sujet de l'attaque de l'Ariscossa. On ne peut pas nier, après les cas cités ci-dessus, que le mal existe. Donc, il n'est pas, et on ne peut pas dire qu'il soit totalement injuste, que certains aient élevé la voix. A-t-on exagéré dans les manières? Mais il convient d'excuser, et ce n'est pas entièrement un mal. Si en donnant l'alarme, on a exagéré d'autant le danger. C'est intéressant. Hein? Ce n'est pas entièrement un mal si, en donnant l'alarme, on a exagéré d'autant le danger. Et il continue des arguments intéressants. Il vaut toujours mieux exagérer en avertissant du mal que se taire et le faire grandir. Il vaut toujours mieux exagérer en avertissant du mal que se taire et le faire grandir. En réalité, un bien est résulté de cet article de l'Ariscossa. Il a provoqué dans le séminaire un sentiment de réaction plus vive pour les doctrines droites et saines. Il a provoqué la lettre de votre éminence, qui, en louant les maîtres et les supérieurs pour leur foi et leur piété, les a confirmés dans le bien et écartés du mal. Enfin, dans une telle licence de la mauvaise presse, dans les dangers qui entourent l'Église de toutes parts, il ne semble pas bon de lier les mains des défenseurs, pas plus que de les frapper et de les désavouer à chaque petite erreur. Je crois donc que l'on ne devait pas donner suite à l'incident dont votre éminence se plaint. Une belle lettre, hein? Alors, nous allons voir maintenant le développement de la controverse suscitée par l'Ariscossa sur le modernisme à Milan du 9 janvier au 12 février 1911. Alors, en résumant le déroulement de la controverse jusqu'à ce moment, on peut préciser les points suivants. Premier point, l'attaque de l'Ariscossa était adressée directement au séminaire de Milan. Deuxième point, le cardinal Ferrari la considéra comme visant aussi sa personne, en tant que supérieur du séminaire. Troisième point, à Rome, sans entrer dans la question du modernisme dans le séminaire, on insistait, d'après certains indices, sur l'infiltration du modernisme à Milan et sans en rendre du tout responsable l'archevêque. Et quatrième point,
Quant à la controverse avec l'Aris Cossa, on considérait qu'après la réponse publiée par le cardinal Ferrari dans sa lettre pastorale, l'incident pouvait être considéré comme clos. Et malheureusement, il n'en fut pas ainsi. Trop nombreuses étaient les personnes qui voyaient d'un mauvais œil ce type de presse, dont l'Aris Cossa était l'expression la plus avancée. Les ressentiments, trop longtemps refoulés, étaient trop vifs pour qu'en voyant un cardinal s'élever contre le fait, on ne cherchât pas à exploiter l'incident en criant au scandale pour voir s'il n'était pas possible d'arriver à faire taire une fois pour toutes la voix importune et avec elle toute la presse intransigeante. Et c'est en dernière analyse la raison profonde pour laquelle l'incident de l'Aris Cossa se déchaîna en une véritable campagne de presse qui souleva plus ou moins tous les quotidiens de l'Italie et en partie aussi de l'étranger. Ce fut une véritable levée de bouclier, apparemment pour défendre un cardinal injustement attaqué, mais en réalité pour abattre les forces de la lutte antimoderniste qu'il n'était pas facile d'attaquer parce qu'elles avaient les faveurs du Vatican. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.